Mesdames, Messieurs, l'Institut national de l'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir à l'occasion de la 9e édition du Festival de l'histoire de l'art. La table ronde qui va suivre a pour intitulé En quête du Grand Nord, l'invention du paysage nordique au XIXe siècle. Bonne conférence. Merci beaucoup. Et pardon pour ce petit retard, mais notre ami Knut Ljogot est engagé dans un marathon de conférences aujourd'hui et il a commencé tôt ce matin, il terminera tard ce soir, il avait besoin absolument aussi d'un peu d'eau. Mais je voulais commencer par quelques lignes qui ne sont pas de moi, mais d'un certain Théophile Gautier, qui écrit en 1841, au moment du salon, « Monsieur Biard, revenu d'un long voyage au pôle Nord, de ces fabuleuses régions du Spitzberg et du Groenland, où le reflet des aurores boréales illumine des amoncellements de glace bleuâtre, ou d'interminables nappes de neige livide, nous fait voir des échantillons de Lapons, de Groenlandais et autres populations arctiques, peints avec talent et sincérité, qui ne nous donnent pas la moindre envie d'aller passer nos vacances au pôle. » Pour Théophile Gautier, il s'agit là d'amoncellements de glace, de nature extrême et phénoménale, qui au fond n'intéressent que médiocrement les peuples des pays tempérés. Plus le tableau semble exact, et plus il semble improbable. La pêche aux morses, qui doit être de la plus scrupuleuse vérité, alors on vous l'avait apporté, malheureusement il est dans un état ici un petit peu hors catégorie, enfin bon, malheureusement on ne pourra pas vous le montrer ici, mais c'est un tableau effectivement très, très étonnant, semble totalement improbable alors qu'il est de la plus stricte fidélité. Effectivement, François-Auguste Biard s'est rendu au pôle Nord, s'est rendu au Spitzberg, dans ce grand Nord, en 1839, en accompagnant l'expédition La Recherche. Et il ouvre par cette aventure, cette expédition, un nouveau champ à ses propres tableaux, lui qui était surtout connu pour une peinture de genre très, très, très cocasse, burlesque, vers des paysages fantastiques dont il va proposer une sorte de condensé, de synthèse au moment du salon de 1841, quand il revient et qu'il associe en un seul tableau différents points de vue sur ce Spitzberg, avec un ciel d'aurore boréale qu'il a vu bien ailleurs au moment du retour et de sa traversée de la Laponie. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que François-Auguste Biard va créer une sorte d'image plus que réel de ce paysage nordique pour le public parisien qui, même si Théophile Gautier semble nous dire qu'il était médiocrement intéressé par ces paysages, va néanmoins durablement s'inscrire dans un imaginaire fantastique qui avait été préparé auparavant par des tableaux comme celui-ci que François-Auguste Biard avait présenté au salon de 1839, l'embarcation attaquée par des ours polaires, inspirée de textes d'aventure, mais aussi d'illustrations réalisées par des dessinateurs voyageurs lors d'expéditions précédentes, dans lesquelles il associait donc à la fois aventure, imagination, avec un relevé précis de silhouettes de glaciers. Et c'est sans doute cet imaginaire-là qui va avoir, malgré les réticences de Théophile Gautier, une fortune particulièrement importante et que l'on retrouve dans des tableaux assez spectaculaires comme ce tableau d'Edwin Henry Landseer, Man Proposes, God Disposes, qui se trouve aujourd'hui dans un collège londonien et qui a la réputation d'être un tableau hanté face auquel on échoue systématiquement aux examens si on est placé devant lui. Voir des histoires assez macabres d'étudiants ayant commis des suicides après avoir été exposés à ce tableau. Mais il y a très certainement une forme d'imaginaire macabre qui s'associe à ces paysages glaciaires, à ce grand nord qui entre aussi dans une littérature d'épouvante et un imaginaire qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et je tenais à vous montrer ici la couverture d'un roman à succès
The Terror de Dan Simmons, qui est sorti en 2007, d'un écrivain américain qui a été immédiatement traduit en différentes langues. Et vous voyez que pour les éditions américaines, allemandes, espagnoles, on choisit toujours la même image pour la couverture, soit cette Magdalena Bay de Billard, qui condense ces effets d'angoisse de mort suscités par ce paysage. Et effectivement, c'est ce que Billard et sa compagne Léonie Donné notent quand ils sont sur place, c'est que ce Spitzberg, où ils trouvent des traces d'hommes qui ont été pris par les glaces, des pêcheurs de morses, des pêcheurs de baleines, qui ont cru pouvoir survivre en se créant des petits abris et dont on retrouve finalement uniquement le squelette ou des tombes réunies. Cette île est hantée par la mort, cette île est hantée par l'angoisse d'être pris par la glace, d'être surpris par cette nature plus forte. Et elle déboussole complètement par un paysage qui semble irréel. Et Léonie Donné, la compagne de Billard, va écrire qu'elle a l'impression d'être plongée dans un paysage de fées, de contes de fées, que personne ne pourra croire véritable quand elle en parlerait de retour à Paris. Pour Dan Simmons, cette image est associée à l'histoire d'un autre naufrage ou une autre disparition, celle de la MSH Terror, qui était donc un des bateaux dirigés par Franklin, qui s'est perdu dans ces glaces. L'histoire d'hommes perdus dans les glaces, hantés par des êtres surnaturels. Et c'est cet imaginaire-là aussi qui, aujourd'hui, est extraordinairement populaire. Il suffit de penser à une série très, très, très regardée, Game of Thrones, dont la phrase « Winter is coming » et ce grand mur du Nord qui ouvre vers un paysage plein de mystères et de menaces, est véritablement obsédant dans l'imaginaire contemporain. Donc, Billard, malgré ce peu de succès qu'il a eu au Salon de 1841, au dire de Théophile Gautier, a néanmoins ouvert quand même la voie vers un imaginaire du Nord. Et c'est pour nous parler de cet imaginaire du Nord aujourd'hui que je suis très heureuse de pouvoir vous présenter les intervenants qui vont raconter un petit peu comment cet imaginaire ou cette représentation de paysage nordique s'est mise en place. Nous avons le plaisir d'entendre Knut Lyøgot, qui est le directeur de l'Institut nordique de l'art, qui a auparavant travaillé dans plusieurs musées et dirigé différents musées importants de Norvège, et qui est un des grands ambassadeurs de l'art norvégien et qui, pour le festival, a été un des artisans indispensables pour réunir ici les intervenants et aussi pour organiser l'exposition Sauvage Nudité que vous pouvez voir dans les appartements Mérimée. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Carl Johan Olsson, qui est le responsable des collections du 19e siècle au Musée national de Stockholm et qui est un des spécialistes de cette peinture du 19e siècle, un des artisans aussi de l'exposition de l'âge d'or danois et qui va nous parler des artistes qui, norvégiens, ont, loin de chez eux, inventé ce paysage nordique qui va petit à petit se construire en tant que tel. J'ai aussi le plaisir de vous présenter Adèle Akamatsu, doctorante à l'université François Rabelais de Tours et Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont la thèse est dédiée précisément aux peintres allemands du 19e siècle qui ont inventé un Nord par rapport à cette Italie qui habitait la peinture de paysage, comment ce Nord est apparu dans la peinture de paysage entre imaginaire et expérience et exploration. Et cela nous permettra ensuite d'entendre Thierry Lauger, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne, dont la thèse portait sur la représentation du génie artistique dans l'art au XIXe siècle, mais qui a aussi été le coordinateur scientifique d'un projet sur la représentation du patrimoine des sciences naturelles et qui va nous parler plus précisément de ce voyage
de cette expédition scientifique à laquelle Billard a participé. Et il va nous présenter aussi le défi que cela représente pour un historien de l'art d'aller sur le terrain et de se confronter aussi à ce matériau qui a été réuni par les artistes pour construire ce savoir et cette représentation de paysages nouveaux et dont on découvre alors les anfractuosités et les spécificités. Et pour commencer, donc Knut va nous présenter une sorte d'émergence de cet imaginaire du Nord, de ces représentations. Merci beaucoup, Knut. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vais essayer de m'en limiter à 10 minutes. Si je dépasse, donnez-moi un coup de pied. Mais je voudrais commencer en disant que je suis très heureux d'être ici et de participer à cette table ronde sur l'image romantique du Nord avec ces éminents scientifiques de la Scandinavie et d'autres pays. Je voudrais poser une question. Vous savez que cette conférence et en fait, cette table ronde en particulier part du Nord. Mais première question, qu'est-ce qu'est le Nord? Et je sais qu'on a vu cette image. On a pu voir des images, en fait, qui viennent de France. De Game of Thrones aussi. Mais on parle de quel nord ici? Est-ce qu'on parle du nord de l'Europe de façon en général? Est-ce qu'on parle de la Scandinavie lorsqu'on parle du nord ou est-ce qu'on parle de pays individuels? Vous savez que l'hymne national de Suède qui dit « Je vais vivre et mourir dans le nord ». Et pour les Suédois, le nord, c'est la Suède. Pour les Norvégiens, le nord, c'est la Norvège. Donc, vous savez que le nord peut être également utilisé en tant que métaphore de son propre pays. Et bien sûr, on peut parler également du Grand Nord. Lorsqu'on parle de l'Arctique, c'est-à-dire au nord de la Norvège et de la Suède. Et étant donné que je sais qu'on a pu voir des représentations de la Scandinavie, moi, je voudrais parler en fait du Grand Nord, de l'Arctique. Ici, vous avez l'image suivante. J'ai l'impression qu'elle a été en fait réduite, cette image. Peut-être que c'est enfin, vous arrivez à voir ce que c'est, je pense. En fait, ici, lorsqu'on parle du Nord, on parle du Thule, c'est-à-dire les bords du monde. Pour, en fait, les Romains, c'était un lieu lointain, dangereux. On peut voir ces cartes très anciennes qui datent de la fin du XVIe siècle. On peut parler des premières expéditions au Grand Nord. On essaye de trouver un passage, le passage du Nord, qui allait vers le Spitzberger. Et cela vraiment fait référence à l'échange, aux échanges commerciaux, à la chasse à la baleine, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, on a tendance à forer du pétrole et du gaz à la place. Donc, on voit comment cette image du Nord en tant que lieu dangereux est montrée. Et c'est parce qu'en fait, le Nord est entouré de montagnes. Mais il y a une raison pragmatique pour cela. Vous savez que lorsqu'on parlait du Grand Nord, on voulait aussi protéger nos intérêts. Alors, encore une carte
encore plus anciennes, Carta Marina des pays scandinaves. Vous voyez l'Islande, la Norvège, la Suède, le Scandia en fait. Et vous voyez Tula, le Tula des Grecs, qui est habité par des monstres et autres créatures étranges. Ici, vous voyez le Maelstrom de Lufton, qui a été repris par Edgar Allan Poe au milieu du 19e siècle. Et là encore, c'est la nature qui est dangereuse. Là, ici, en fait, vous avez Olaus Magnus qui a fait cette gravure à partir du bois. Ici, là encore, une image. Vous voyez des serpents de mer. Et en fait, c'est quand même l'âge des Lumières. Et pourtant, on a encore ces images de monstres. Ici, vous avez Henri Fuseli ou Johann Heinrich Fuseli en allemand. Là, ce tableau, en fait, concerne Milton, John Milton et Paradis perdu, en fait. Et ici, vous avez la sorcière la nuit qui rend visite à la Laponie et les sorcières de Laponie où ils sont en train de manger des enfants. Donc toujours pour montrer que le Nord est un lieu de sorcières, de magie noire. Et là, vous voyez qu'au cours des années 2000, vous avez Louise Bourgeois aussi qui ramène cela. Mais là, on parle de période romantique quand même. Et lors de la période romantique, on voit cette vision du Nord. Et voilà pourquoi les romantiques étaient tant attirés par le Nord. Très peu, bien sûr, d'entre eux avaient visité le Grand Nord, mais ils avaient l'impression, une idée du Nord, un lieu mystérieux de danger. Et vous avez les écrivains également qui, au début du 19e siècle, ont écrit sur le Grand Nord. Vous savez qu'au début de ce 19e siècle, un écrivain danois qui avait dit que c'est un climat très, très froid et ce n'est qu'en été que le soleil passe au-dessus de l'horizon. Et il y a Charlotte Brontë qui, dans son livre Janer, parle du Grand Nord. Elle parle des rives, les rives difficiles de la Laponie, l'Islande, la Groenland, etc. Et il ne faut pas oublier l'ouverture, en fait, du roman classique de Mary Shelley, Frankenstein. En fait, elle parle de la mer de glace. Elle écrit que, en fait, ils sont quasiment entourés de glace qui lui laisse presque pas la possibilité de voir une situation dangereuse. Et ici, on parle du monstre. C'est ici que le monstre Frankenstein apparaît pour la première fois. Et donc, cette association à la tradition gothique est également intéressante. Si vous passez à l'image suivante, je vous ai dit que c'était le premier artiste. Vous savez que ces artistes tels que Friedrich, dont les images du Nord n'avaient jamais d'ailleurs été au Nord, voire en Norvège. Mais un des premiers artistes à aller vraiment dans le Nord, vers le Cap Nord, c'est Peder Balk, un Norvégien. Comme on l'a déjà dit, il y a une exposition de ses œuvres, également ceux de Bjart et des modernistes. Alors, il a fait un voyage en 1832 et c'est devenu franchement essentiel pour lui. Il a fait des images du Nord à la suite. Voilà une des premières qui est assez naturaliste. Après, vous avez bien sûr son inspiration venait de d'autres artistes. Par exemple, le Suédois
Anders Fredrik Skaldebrand et en fait l'artiste allemand Christian Hessler. Et je crois que Balke est très important, même si certains ont déjà entendu des conférences sur Peter Balke. Ici, vous pouvez voir qui en fait s'éloigne d'une description académique du paysage. Vous avez une topographie très intéressante. Il s'intéresse en fait au souvenir que ce paysage lui a laissé. Ici, vous voyez en fait un phare. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la réduction. Il est peut-être proto-moderniste, mais ceci vous donne une impression. En fait, c'est très proche de les écritures des romanciers romantiques sur la description des rives peu accueillantes en fait du Nord. Peter Balk, ici, il faut savoir qu'il en fait travaillait pour son propre plaisir en tant qu'artiste. Il n'était pas intéressé par l'idée d'exposer ses œuvres au public. Ici, vous avez une œuvre en noir et blanc. Vous avez d'abord le noir qui est appliqué sur la toile et ensuite on enlève on enlève la couleur pour faire de l'impression de lumière qui traverse la photo. Ici, une œuvre de François-Auguste Biard suite à son expédition de 1859. Vous savez que Spitsbergen est le nom d'une île, tandis que le groupe d'îles s'appelle Svalbard. C'est un peu compliqué, bien sûr, mais bon. Vous connaissez peut-être Svalbard? Je ne sais pas. Donc, Spitsbergen, c'est une île. Mais en fait, en général, dans le monde, on parle de Spitsbergen lorsqu'on parle de tout l'archipel. Ici, on a vu déjà cette œuvre. Cette œuvre a été inspirée par l'expédition Franklin. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Les artistes ont laissé courir leur imagination. Vous voyez les ours polaires qui déchirent et dévorent. Ensuite, Edwin Landser a été en Groenland. Il y a eu Scott qui a été au pôle Sud. Et vous avez les artistes contemporains qui se sont préoccupés du Nord. Et je vais arrêter là sur mes notes. On pourra en discuter davantage tout à l'heure. Là, vous avez Joan Jonas, inspiré par la saga Kane. Et ici, on parle en fait de ce qui se passe sous les glaciers. Tout cela est inspiré en fait de l'art islandique. Vous avez en fait des volcans, donc la saga des volcans en fait. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en parler encore de Game of Thrones, mais pour beaucoup, c'est ça le Nord. Merci beaucoup, Knut. Qui nous amène vraiment au cœur du sujet d'une représentation du Nord, d'un imaginaire du Nord, pour lequel les artistes vont apporter des éléments essentiels, mais un imaginaire qui vient de loin, comme Knut l'a montré avec les cartes anciennes, un imaginaire qui va être nourri par la littérature populaire tout au long du XIXe siècle et jusqu'à nos jours, mais qui va aussi être confronté à l'expérience même de ces paysages et à la question de leur expérience physique, ce dont va aussi nous parler Carl Johan Olsson, à la fois le rapport immédiat à la nature et un rapport lointain, distant, celui de la mémoire et celui d'artistes qui vont inventer ce paysage national nordique, mais loin de chez eux.
Thank you very much, France. Very happy to be here and to see. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Je veux vous parler en fait de l'établissement du Nord pictorial, si vous voulez, expliquer comment les artistes ont développé leur façon d'exprimer le Nord dans leurs œuvres, dans les peintures au début du siècle. Et moi, je vais vous parler de Dahl, un peintre norvégien qui est considéré comme étant le père de la peinture norvégienne. Je voudrais vous montrer en fait de l'importance d'Abel van Everdingen. On dit que c'est la personne qui a découvert le pictorial du Nord. Si j'ai bien compris, en fait, on connaît très peu de choses par rapport à ses voyages au Nord. Il a été en Suède en 1644, la Suède, la Norvège, et ensuite, après ce voyage, il a fait des paysages tels que celui-ci, qui sont devenus emblématiques de les paysages nordiques. Ici, vous avez une vue d'un paysage norvégien qu'il a fait. Ici, vous avez Johan Christian Dahl, qui très tôt a décidé qu'il souhaitait devenir peintre, artiste. Il a commencé en tant qu'apprenti pour la peinture décorative. Voilà ses représentations de la Norvège. C'est pas très impressionnant, mais a beaucoup de charme. On peut dire que c'est pas très puissant et pas aussi naturel qu'elles deviendront plus tard. Mais très tôt, son ambition était de devenir le peintre national de Norvège. Il faut savoir qu'en Norvège, il n'y avait pas vraiment de scène artistique à l'époque. Vous savez que l'Académie a été créée vers la fin a été créée au XXe siècle. Donc, il a dû partir, aller à l'étranger, afin de pouvoir étudier à l'Académie du Danemark, à Copenhague. Il voulait devenir le peintre national norvégien. Si on veut le devenir, le Danemark n'est pas vraiment le lieu approprié pour l'apprendre, parce que c'est un pays très plat. Et alors, à un moment donné, il écrit chez lui, il dit je serais ravi même de peindre une fontaine d'eau pour représenter une cascade. Mais il n'y en a pas. Et il faut savoir qu'il y a un moment très important où des peintures de peintres néerlandais ou flamands dans les collections danoises, telles que Jakvits, par exemple. Et Dahl a commencé à copier ces tableaux. Il a écrit une lettre à son ancien professeur à Bergen. Et il a dit, c'est vrai que personne ne devient maître en faisant de la copie, mais il faut quand même utiliser cela pour apprendre. J'essaie d'apprendre par rapport à Ruisdael et Leringen, mais il n'y a rien de Lorraine, par exemple, à Copenhague. Donc, il est clair qu'ici, il n'y a pas d'eau, de cascade, etc. Il faut faire avec une fontaine d'eau. Je veux vous montrer quelques exemples pour essayer de vous montrer comment Dahl devient de plus en plus indépendant par rapport aux grands maîtres de la peinture ancienne, comment il devient un peintre de plus en plus moderne. À gauche, vous avez un tableau de Ruisdael, à droite, de Dahl, de 1817. C'est très intéressant parce qu'il lui fait appel quasiment aux mêmes éléments que Ruisdael. C'est une copie libre d'après Ruisdael, mais il a changé
Pour rendre la scène plus dramatique, vous avez le ruisseau qui avance vers le spectateur. C'est un très grand tableau. Il était en Suède, en fait, sur la côte rocheuse de la Suède, pas longtemps avant. Et en fait, c'est le roi du Danemark, Frédéric VI, qui a racheté ce tableau. Et en fait, ce tableau est considéré comme son deuil de la Norvège, le fait qu'il se sentait, il avait le mal du pays. Et ici, en fait, on a des traces ici de l'homme qui maîtrise la nature chez Ruisdael, tandis que chez Dahl, c'est la nature telle qu'elle. Alors, Dahl voulait retourner en Norvège, mais pour des raisons diverses, il a fallu attendre longtemps avant qu'il rentre. Donc, il est parti à Dresde et son intention était de ne pas y rester trop longtemps, mais y rester pour le restant de sa vie. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il avait dit: j'ai trouvé si peu de lieux naturels non touchés par l'homme, par la main de l'homme. Ici, vous avez un paysage dramatique, mais en même temps, il est tout à fait cultivé et il trouve que c'est trop net, en fait, trop propre. Et donc, il est obligé d'utiliser un vernis pour enlever un peu cela, ce côté propre. Ici, vous avez un paysage nordique et il utilise cette formation rocheuse c'est une belle interprétation de philosophie romantique pour traiter du lointain, du manque. Ici, on sent, il rêve en fait, il rêve de sa Norvège et de retourner. Et vous savez que il y a un peintre qui l'avait impressionné. Tableau suivant, en fait, Friedrich. Et dans ce tableau-là, on voit un très bon exemple de comment il devient indépendant. Il prend son indépendance par rapport à Ruisdael. Il ne suit aucune formule. Ici, en fait, on a une composition qui est pas très attirante, en fait. Ici, il peint la nature sans trop réfléchir aux questions de composition. Enfin, ici, à la fin de la carrière de Dahl, vous voyez qu'il a peaufiné sa façon de représenter la nature norvégienne. Il a pris de la confiance. Ici, il arrive à utiliser un arbre, un bouleau, pour en fait représenter tout un pays. C'est un bouleau dans l'orage. Et ici, en fait, un exemple, c'est un tableau d'Erdorf, Esdorf, pardon. Il faut savoir qu'on connaît très peu de choses sur lui. Il a voyagé dans le Nord, provenant de l'Allemagne, au cours des années 1800 et quelques. Et il s'est aussi, en fait, inspiré des maîtres néerlandais. Ça pourrait être un Ruisdael ici. Mais après son voyage, voilà le type de composition qu'il a ensuite fait, quelque chose un peu comme Friedrich, mais c'est encore naturaliste dans le sens romantique du terme. Je voudrais conclure donc en vous disant que les maîtres néerlandais de la collection danoise ont eu une influence très importante sur les peintres du Grand Nord. Ici, vous avez Van Everding avec en fait un paysage nordique avec cascade et Martinus Røruby. Donc, quelques pensées
sur comment ces échanges ont eu lieu. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est un élément extrêmement important pour comprendre aussi comment les peintres se sont emparés de ces paysages au cours du 19e siècle, que de regarder leur maître, leur modèle, qui étaient effectivement ces peintres hollandais du XVIIe siècle, ce qui fait aussi que pendant un certain temps, certains de ces paysages pouvaient sembler assez peu différenciés, c'est-à-dire aussi par rapport à certains paysages ou certains stéréotypes de configuration rocheuse, de cascades, etc., que l'on avait aussi pu développer par rapport aux Alpes. Et certains critiques vont dire quelle différence entre un fjord et un lac des Alpes. Finalement, on se retrouve toujours face à des cascades, des rochers, des lacs. Et on ne voit pas vraiment ce qui est spécifique dans ce nord qui est supposé d'être représenté. Mais quand même, petit à petit, se distingue un vocabulaire, se distingue une certaine tonalité, aussi un intérêt pour la lumière. Et sans doute que Balck est l'exemple le plus radical dans cette démarche. Mais c'est quelque chose qui s'opère chez ces peintres. Et nous allons tout de suite voir comment cela se passe pour les Allemands, où un processus similaire va apparaître. Alors, nous ne savions pas au moment où nous avons préparé cette table ronde qu'il y aurait la possibilité d'avoir une traduction dans l'autre sens. Et pour pouvoir converser avec nos collègues suédois et norvégiens, nous avions aussi invité nos intervenants français à parler anglais. Donc ils l'ont préparé en anglais. Et comme ils ont fait ce travail-là, voilà, ils prendront la parole en anglais, mais vous avez la traduction simultanée. Et merci beaucoup d'ailleurs aux traducteurs qui font ce travail formidable. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'avoir l'occasion I'm very pleased to have the opportunity. Je suis ravie d'avoir la possibilité de parler de ma recherche pour mon projet de doctorat. Donc, je vais vous parler de l'artiste allemand quelques générations après Caspar David Friedrich, qui avait décidé qu'il pourrait peindre le Nord à Dresde et que l'Allemagne c'était déjà le Nord. Mais plus tard, les artistes allemands ont décidé de découvrir le Nord scandinave. Et Everdingen et les voyages de Dahl et leurs peintures ont donné une impulsion décisive dans le développement de ces voyages artistiques vers la Suède et surtout vers la Norvège. Donc, c'est imprégné avec ces deux exemples, Everdingen et Dahl. Et vous voyez, par exemple, Christian Ernst Morgenstern au début de 1827 et Louis Gornit en 1832. Ils ont décidé de voyager vers la Norvège et plus tard d'aller en Suède. Donc, cette peinture d'une cascade à l'ouest d'Oslo, on a l'impression que c'est une variation sur le thème populaire des eaux puissantes entourées de rochers que nous avons déjà vu dans les peintures de Everdingen, Ruysdael et Dahl. Mais il voulait se libérer de tels modèles. Par exemple, dans cette peinture qu'il a peint juste après son voyage de 1835 en Norvège, il a choisi de peindre le fjord comme un décor pour un paysage idyllique. Donc là, vous voyez la récolte. Donc vous voyez que là, vous avez une vie de paysan idéalisée. Et vous voyez que c'est idéalisé. C'est un décor du Nord sauvage qui a été développé plus tard par Everdingen et ensuite par Dahl. Donc là, il y a un parallèle avec la fraîcheur dans la description de la lumière
qui est un moment spécifique de la journée. C'est marqué par la ligne entre la lumière et l'ombre et les angles que vous voyez à côté de l'herbe qui se trouve à côté du chemin. Donc là, on voit qu'on a étudié ce paysage sur le terrain. Et la Norvège, c'était un nouveau pays pour les paysages, pour la peinture de paysages, pour les artistes norvégiens et suédois et danois. Ici, vous avez un exemple de peinture de Morgenstern au mois d'août 1827. On peut imaginer l'artiste sur le terrain qui est en fait assez perdu par ce puzzle de rochers qui est assez isolé. Des rochers et des tourbillons d'eau qui étaient des motifs assez présents. Il y avait également des peintures à l'huile. Donc ici, c'est à côté de Kantberg. Georg Sald est le peintre. C'était un peintre qui était établi à Düsseldorf. Labrophos, c'est souvent des titres que l'on trouve durant ces voyages parce qu'ils recherchaient des endroits de beauté, des motifs d'études, et les artistes finissaient toujours aux mêmes endroits. Donc, Ersdorf était l'un des rares peintres qui est allé vraiment dans le Grand Nord. Donc, autour de la côte dentelée de la Suède et de Norvège, dans les régions de Halagofjord et Sølvågfjord. Ça, c'était l'invention de nouveaux paysages. Andreas Achenbach de Düsseldorf, c'est sans doute l'un des peintres allemands les plus connus qui a décidé de voyager vers le nord plutôt que d'aller vers le sud, parce que l'Italie, c'était encore la destination la plus traditionnelle pour devenir un artiste accompli. Et après un premier voyage vers la Suède en 1835, il est parti en Norvège en 1839 avec un ami à lui. Il s'est joint au peintre norvégien Thomas Hardy. Thomas Hardy était un étudiant de Johan Christian Dahl. Et au milieu des années 1820, il était dans la région des fjords et ensemble, ils ont voyagé vers les rives du Haladafjord et du Sølvågfjord. Et donc, cette peinture a été peinte après que Achenbach soit rentré à Düsseldorf. Il a rassemblé des éléments qu'il a vus là-bas avec des éléments natifs. Et donc, il n'avait rien oublié de son voyage. On voit donc les cascades d'eau, les pentes très raides des montagnes qui plongent dans l'eau, les maisons en bois et cette stèle qui est au devant. Et Achenbach avait vu de telles stèles sur les rives nord du Stoggenfjord. Et ça, c'est également un motif qu'il a emprunté des peintres romantiques allemands. Donc, Düsseldorf et son académie, au début des années 1840, a attiré de jeunes peintres norvégiens tels que Hans Kurde, Frédéric Gurde, et ceci a remotivé les Allemands pour voyager en Scandinavie. Donc, Gersal, c'est l'un des peintres de Düsseldorf qui a voyagé 3 fois en Norvège en 1847, en 1850 et en 1854, à chaque fois pour recueillir des éléments sur le terrain qu'il pouvait réutiliser dans ses compositions. Et avec Hans Fredrik Gurde, il était l'un des rares peintres à adopter ce point de vue de haut.
Donc là, vous avez une vue panoramique du fjord et toutes les montagnes qui nous donnent cette vision vaste et éloignée. C'est très spectaculaire, très descriptif, à l'opposé de ce que Balck avait décidé de peindre. Et Zal nous explique qu'il a essayé d'acquérir le soleil de minuit. Mais je ne pense pas que vous puissiez voir le soleil de minuit sur les fjords. De toute façon, c'était son ambition et ça a été loué comme une nouvelle tendance pour dépeindre des paysages inhabituels, des phénomènes naturels avec une nouvelle précision. Le peintre français, François-Auguste Biard, s'est confronté avec des paysages extrêmes dans l'été de 1839, comme Andreas Arenbach. Et Biard et sa fiancée, Léonie Dabier, sont allés sur l'île arctique de Spitsbergen. Et à Hammerfest, ils se sont joints à l'expédition scientifique de la Commission scientifique du Nord à bord du navire La Recherche. Et on en a déjà parlé, donc je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Je vous remercie. Ce qui est très intéressant, en fait, dans cette façon de s'approprier les paysages, c'est que c'est une histoire qui ne se fait pas uniquement face à la nature, mais en fait face à l'art. Donc on l'a entendu avec cet héritage de tableaux qui hantent la mémoire collective des artistes, ces tableaux qui ont marqué en fait les codes de la peinture de paysage, les tableaux de Everding et de Ruysdael, mais c'est aussi une histoire de creuset de relations, et vous avez évoqué Düsseldorf, qui était aussi d'ailleurs un creuset de relations, puisque c'est là où Knut et moi nous sommes rencontrés la première fois il y a quelques années, autour de l'école de Düsseldorf et de son rayonnement international. Effectivement, les artistes scandinaves commencent à voyager de plus en plus, à se former ailleurs qu'à Copenhague en allant dans des écoles comme celle de Düsseldorf. Et il se crée des relations amicales, des relations fortes entre les artistes qui vont conduire un nombre important d'artistes allemands à se rendre en Norvège en particulier pour travailler sur le terrain. Et c'est ce que Adèle vient de nous présenter. On a un moment assez important aussi dans le changement de paradigme, c'est-à-dire cette création d'une école d'art dans les pays scandinaves et de sa connexion très profonde avec les artistes allemands, mais pas seulement, aussi anglais et français. Ce qui est aussi intéressant, et qui sera peut-être une question qu'on va se poser et que Thierry Loger va aborder aussi dans son intervention, c'est la question de cette lumière étrange du Nord. Quand vous allez voir les tableaux de Balck à l'exposition ici, dans les appartements de Mérimée, vous allez spontanément vous dire quel beau paysage nocturne avec quelle lune vraiment magique. Et en fait, tout à l'heure, on en parlait, en fait, il s'agit d'un soleil. Et il y a là une lumière qui est tout à fait étrange, qui n'est ni celle de la nuit, ni celle du jour. Et c'est exactement ce que Biard note dans son journal, ou dans ses lettres, plutôt quand il décrit son voyage. C'est cette lumière pâle de la nuit qui transforme complètement le paysage. Et cette chevauchée qu'il fait et qu'il décrit dans ses lettres, où il devient un véritable héros mythique, le fait passer de paysages hollandais, comme il les appelle, ou comme les appelle Léonie Denet. Elle parle de ces paysages à la Paulus Potter qu'ils ont traversés en traversant la Hollande, donc cette nature paisible. Et tout d'un coup, ils évoquent une chevauchée à travers des gravures de Callot qui montrent la tentation de Saint-Antoine, donc avec cet univers mythique qui semble habiter les montagnes arides entre la Suède et la Norvège. Et tout d'un coup,
Il ne parle plus d'images, mais il parle de poésie quand Biard dit qu'il chevauche son cheval comme dans la ballade de Lénore. Tout d'un coup, les morts vont vite. Tout semble spectaculairement fantomatique. Les bouleaux qui ont un aspect squelettique et le bruit des chouettes, les chouettes qui ricanent et qui semblent se moquer de ces voyageurs qui courent vers la mort. Tout d'un coup, on a un basculement de ces paysages finalement dans lesquels on trouve une forme de confort vers une nature qui est plus hostile. Biard fait ce voyage-là, mais en réalité, il le fait dans des conditions bien plus confortables qu'il ne le prétend. Et surtout, il le fait en relation avec une expédition scientifique dont il va se nourrir aussi et pour laquelle il va fournir aussi une certaine forme de représentation. Et donc ça, merci Thierry de nous en parler. Thanks a lot, France, and thanks for... Merci beaucoup, France. Merci pour cette invitation. C'est vraiment un grand honneur pour partager cette table ronde avec les spécialistes. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter des recherches que nous avons effectuées en 2015 et 2016 avec Olivier Véron et Marie-Claude Chardonneret dans l'expédition La Recherche dans le Grand Nord en 1839. Cela faisait partie d'un autre programme de recherche pluridisciplinaire où j'étais coordinateur scientifique. L'objectif de ce programme, c'était de rassembler des chercheurs de toutes disciplines, les sciences naturelles, les sciences humaines, ensemble, autour du même dessein, de contribuer à l'héritage d'objets qui font partie de l'histoire naturelle. Donc, ces décors se sont terminés avec François-Auguste Biard pour décorer l'entrée d'une galerie minéralogique du musée d'histoire naturelle. Le professeur de minéralogie nous a dit que ces peintures étaient en danger. Il voulait reconcevoir la galerie minéralogique et il voulait mettre en place des panneaux sur ces tableaux. La raison était très simple. Il y avait des scènes assez violentes et c'était des raisons de plainte. Et donc, cela allait à l'encontre de la politique écologique du musée. Donc, on voulait que cela devienne plus intelligible. Et notre objectif, c'était de contextualiser les choses pour que ce panorama revienne à ses intérêts originaux. Et ce décor a été créé par Biard 12 mois après son voyage dans le Nord. Sur la demande de l'État, le peintre a préparé un panorama de peinture des sites du Nord explorés par la mission de 1839. La scène représente une vue géologique de Svalbard comme une Madeleine de Spitsberg. Par conséquent, pour pouvoir étudier cette vision à 360 degrés et surtout dans l'objectif de faire des annonces grâce au soutien technologique et scientifique de la plateforme, nous avons décoré le plateau avec cette vue plate. Et c'est pour ça que ce n'était pas très connu. Il n'y a pas de vision globale de cette peinture parce qu'il n'y a pas de système de mesure optique qui puisse le mesurer sans distorsion optique. Donc, chaque mur de la chambre contenait des tableaux qui représentaient un panorama géologique. Et ceux sur le côté dépeignent des scènes historiques qui représentent des chasses, des anecdotes picturales de voyage, et les deux derniers, des
peinture scientifique. Et ceci a été produit pour un public qui recherchait quelque chose de spectaculaire. Mais c'est également un témoignage de l'histoire de l'activité scientifique. Et le danger aurait été de le traiter seulement comme quelque chose d'historique sans lien avec la science. Et pour cette raison, nous avons travaillé avec des zoologistes et des minéralogistes et ensemble, nous avons cherché des pièces de botanie, zoologie, d'anthropologie reliées à ce voyage de 1839 dans les collections de sciences naturelles pour démontrer que cette décoration était reliée aux collections. Donc notre rôle en tant qu'historien d'art, c'était de révéler que la participation de Biard était en fait individuelle. Et pour faire cela, il est également nécessaire d'évaluer une partie de l'invention de la fantaisie inhérente dans l'expédition et l'iconographie qui en découlait. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais cette peinture a été faite avant qu'il n'aille dans le Grand Nord. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que Biard lui-même a écrit que Louis-Philippe lui a demandé, lorsqu'il a montré cette peinture dans les salons, « Vous avez deviné le Grand Nord ». Et le roi lui aurait offert de se joindre à l'expédition qui a quitté 3 mois plus tard pour Spitzberg. Mais la réalité était totalement différente. Biard a demandé de participer à cette expédition et on lui a permis d'y aller en bateau, mais il a été obligé de payer pour son propre voyage. Donc, ce n'est pas vraiment la même histoire. Donc, pour comprendre l'histoire et comment l'image a été changée, il faut analyser tout ceci conjointement. Le travail essentiel dans cette expédition, dans cette recherche, c'est ces rapports immenses qui comprenaient 20 volumes et 516 plaques. Chaque illustrateur a sa propre spécialité. Mayer est l'illustrateur principal. Son rôle est de capturer les endroits qui présentent des aspects remarquables. Géo, sa spécialité, c'est... En fait, il a fait des dessins d'histoire naturelle et des portraits des habitants. Et les valets a fait des dessins de plantes, d'animaux. Et il a également dessiné des originaux sur la vie. Mais il y a également des atlas scientifiques. Le nom de Biard est absent de ces atlas. Son travail apparaît seulement sur une plaque. Et cette plaque, c'est la vue de l'île Berre. Et nous savons que Biard voulait s'arrêter sur cette île pour faire un sketch rapidement. Mais il voulait s'arrêter parce qu'il voulait simplement faire un sketch d'ours. Et il a seulement vu des bateaux. Donc là, ce n'est pas une illustration d'un voyage, mais c'est un travail des peintures exposées en 1821 où il glorifie Guémard, le directeur de l'expédition, en le plaçant dans un décor absurde. Et donc Biard n'illustre pas, mais il utilise les éléments de la scène pour créer des éléments frappants. Et ceci est reflété dans les travaux qu'il a présentés dans les salons de 1841. Il a montré que sa priorité, c'était le fait que la glace était exotique. Mais il y avait également la question de est-ce que tout ceci est scientifique? Et le problème est le même que celui que nous trouvons avec l'orientalisme au XIXe siècle. Pour résumer cela, nous confrontons Ingres et Delacroix en affiliant l'un à un orientalisme fantaisiste et l'autre par un orientalisme véritable. Et nous savons que Delacroix, c'est également une fantaisie picturale, mais il est considéré comme étant un peintre itinérant, alors qu'il a voyagé seulement une fois dans sa vie. Biard, plus que d'être un peintre itinérant, est un voyageur qui peint. Avant de construire son image en tant que peintre, il a construit son image en tant qu'aventurier qui vivait des aventures fabuleuses. Et c'est cette image qui a donné ce succès à ses peintures exotiques. Donc, lorsqu'on parle de cet artiste itinérant, il faut également prendre en considération l'immobilité des historiens d'art.
Et souvent, lorsque nous parlons des voyages vers le Moyen-Orient, les spécialistes, la plupart du temps, connaissent le travail correspondant et les archives, mais ils ne connaissent pas les endroits des voyages. Donc, comment juger la partie fantaisiste de l'image lorsque le chercheur est le seul relais véritable de cette fantaisie? En ce qui concerne l'expédition dont on parle aujourd'hui, je peux vous dire très facilement qu'au début de ma recherche, j'avais une image fantaisiste de ce Grand Nord mythique. Et j'étais conscient des dangers et nous avons décidé de soutenir notre recherche en France avec la coopération des sites d'expédition. Bien sûr, nous n'allons pas trouver le Lapon de 1839. On ne va pas utiliser les modes de transport qui existaient à l'époque, mais on a choisi le même itinéraire que Biard a choisi. On a recherché les endroits, les régions qui étaient représentées par les illustrateurs. Et avec nous, nous avions des reproductions de ces plaques, les rapports de ces voyages, et nous les avons relus alors qu'on progressait dans notre voyage. Donc, on les lisait devant les sites et on pouvait juger de la pertinence des impressions du voyage. Pour vous citer un exemple, il existe multiples passages spécifiant comment les bouleaux en Laponie ne peuvent pas pousser. Et en fait, ce sont des forêts qui ont passionné les botanistes. Nous avons trouvé beaucoup de traces de ces forêts dans les musées, dans les collections botaniques, mais cela ne remplace pas du tout l'impression laissée par ces bouleaux dans les panoramas de la Laponie. Et ces voyages nous ont permis de comprendre toutes ces images produites, et particulièrement ceux concernant la Laponie. Pas juste en observant les Samis contemporains et en les considérant comme des archives vivantes, mais en documentant les arts et les traditions, surtout au musée d'Alta, un projet qu'on n'aurait pas pu organiser en France. Donc, Biard est supposé avoir payé 55 études de la Laponie. Nous en avons trouvé 7 et nous les trouvons avec Louis-Philippe et Les Adams qui enseignent au Lapon. Donc, vous voyez une certaine diversité et il faut noter que ceci adresse une codification sociale qui diffère selon les régions, les âges, les statuts maritaux. Donc, Biard les observe et les attribue correctement. Et le berceau est étudié très précisément. Donc, il y a un tronc creux et au-dessus de la tête du bébé, il y a des bretelles où il y a des perles qui pendent. Et ceci nous rappelle les Oldas. Les Oldas vivent sous terre, ils volent les enfants et les remplacent avec des vieux Oldas. Et l'enfant échangé ressemble au même, mais ne grandit pas et devient moche. Et donc, la présence de ces boutons d'argent dans ces peintures nous permet de comprendre que Biard peut-être avait ce berceau, mais il a compris la fonction également de ce berceau. Et donc, cette connaissance des Lapons nous est permise grâce à ces études. Et il a dit aux membres de l'exposition, il a parlé de la mythologie de la Laponie. Et le travail représente l'évangélisation des Lapons. Comme ceci nous a été expliqué, là, vous voyez les strates présentées. Ça ne correspond pas aux anciennes maisons des Lapons. C'est le peintre qui les a construits. Et là, ce n'est pas une vérité ethnographique, c'est une addition spectaculaire, une fois de plus. Et la représentation, c'est également faux géographiquement. Ces strates ont été prises au pied d'un glacier et les marques ont été laissées par un courant. Un autre élément nous a été révélé au musée Thompson et j'aimerais remercier l'équipe pour cela.
Et là, vous voyez ce caractère qui intrigue les visiteurs. Et c'est cet étrange caractère. Et nous n'avions pas de réponse sur qui est cette personne jusqu'à ce que nous recherchions dans la mythologie sami, dans leur religion. Il existe des dieux qui vivent avec les lapons, et même dans leur tente. Donc, Saraka, c'est quelqu'un qui permet à l'âme de devenir un fœtus. C'est l'accoucheuse qui aide l'être humain à entrer dans le monde. Elle réside dans le harem, et le harem, c'est le feu dans la cheminée. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la mère du feu. Et cette déesse du feu qui vit sous les tentes pourrait être cette figure et elle pourrait incarner l'opposition des deux religions, l'une la Bible et l'autre les anciennes croyances qui correspondent également aux déclarations de l'Estadios qui expliquent dans le rapport que les deux religions coexistaient très souvent chez les Lapons. Et donc, on peut affirmer que Biard est un artiste scientifique, ça c'est certain, et pas simplement un artiste au service de la science. Il a la possibilité de créer un spectacle scientifique et il nous donne cette idée de découverte. Et il a été choisi à cause de ce décor dans la galerie minéralogique. On n'aurait pas pu proposer ces travaux de Biard si on n'avait pas rencontré des spécialistes locaux du musée de Tromsø, le musée d'Alta, ou en explorant simplement les paysages sublimes de la Laponie, ce qui m'a à nouveau expliqué pourquoi il faut voyager et être un historien de l'art. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tous les orateurs. Merci beaucoup. Encore à peu près 5 à 10 minutes pour des questions. Si vous avez envie de poser des questions aux intervenants, n'hésitez pas à le faire. Peut-être juste commencer par d'abord vous remercier encore une fois parce que je pense qu'il y a une très belle résonance entre les contributions. Nous sommes passés d'un or mythique à un or exploré, un or qui a été une représentation nourrie par l'art lui-même, par une tradition du paysage et qui s'est transformé au cours du 19e siècle de façon très profonde avec cette réinvention finalement d'un or à l'aune de son mythe et de son exploration scientifique. Il y a vraiment une sorte de rencontre et qui se produit chez Biard de façon spectaculaire et spectaculairement efficace. Mais cela dit, on a aussi parlé de Balck, et chez Balck, il y a cette forme d'expérimentation de la forme et des matières qui est liée aussi à cette expérience du paysage et aussi des limites finalement de ce que ce genre peut rencontrer à ce moment-là en termes de marché, en termes de collection, en termes de commandes. Comme Knut l'a rappelé tout à l'heure lors de la session précédente, Peter Balck réalise ses tableaux dans son atelier de façon moins tournée vers l'exposition ou la commande, et il est dans une forme d'expérimentation obsessionnelle sur la représentation de ces phénomènes d'aurore boréale, des glaciers, avec une matière qui se transforme elle-même. Ces couches d'encre et de pigments qui deviennent comme une sorte de glacis, la matière qui est grattée, frottée, tamponnée à l'éponge. Il y a un travail d'expérimentation et finalement on a deux sortes de voies ici entre un or qui devient un or très populairement efficace et puis un or qui devient une sorte de source d'inspiration pour une expérimentation esthétique qui va avoir aussi une fortune très importante et l'exposition nous montre bien finalement ces deux aspects-là. Je ne sais pas si Knut, tu veux peut-être ajouter un mot ou une question. If you want to just
Well, I think your last point is very interesting. Je pense que votre dernier point est très intéressant. Je pense qu'il y a au moins deux traditions, si pas plus. Vous avez bien sûr euh, euh, Baltus, en fait, Balkus, pardon, qui en fait a des images qui ne sont pas du tout liées à la représentation topographique, mais comme vous l'avez dit, il y a les éléments de l'imagination et il y a aussi la vérité scientifique. Vous avez aussi d'autres éléments entre ces deux écoles. Je crois que il y a beaucoup d'aspects concernant comment se fait la découverte du Nord. Et là, on peut parler de différents Nords. Il y a d'une part une vue générale de la Scandinavie, puis il y a le Grand Nord. Je crois qu'il y a les artistes qui y ont voyagé, mais il y a aussi ce que vous avez dit, c'est qu'il y avait également des peintres, des artistes norvégiens qui voyageaient également. Et donc, en contact avec les artistes allemands, suédois, vous avez parlé en fait d'interaction. Et c'est vrai, il y a cet accompagnement de collègues allemands. Et vous avez en fait Christian Wallenstein également, dont on pourrait mentionner. Mais il y a bien sûr des francophones, un Suède ici, un Norvégien, mais il ne faudrait pas oublier les artistes danois qui étaient très importants au XVIIIe siècle dans la découverte des paysages du Nord et scandinaves. Il y a Carlsen, par exemple. Il a en fait pris ces éléments topographiques pour en faire quelque chose de sublime, et cela au début du 19e siècle. Vous avez également, au début du 19e siècle, un artiste danois qui s'est établi en Norvège, dans un petit endroit dans la montagne, et qui disait en fait où il fallait aller lorsqu'on voulait vraiment découvrir la Norvège. Je pensais à une théorie, quelque chose de très intéressant. Très souvent, je réfléchis à quelle est la réelle différence entre un paysage de Everdingen, Ruisdael et Dahl. Les Néerlandais, bien sûr, sont très réalistes, mais je pense que la différence est au niveau de l'approche scientifique, parce que Dahl était un peu un scientifique amateur, un botaniste. Il s'intéressait également à la géologie. Et si vous regardez ses peintures, eh bien, ils ressemblent beaucoup à ceux de Ruisdael. Et en fait, où vous avez très peu de détails, d'observation. Mais à l'époque romantique, la science est très importante. Les émotions n'excluent pas la science et vice-versa. Et donc, c'est une très belle chose. En fait, j'ai une question. Je suis vraiment intriguée par cette idée d'expérimentation. Croyez-vous qu'il existe un lien entre le peu d'heures de lumière dans le Grand Nord et le fait qu'il y ait beaucoup moins de couleurs, que la palette de couleurs est réduite, qu'on utilise beaucoup de noir et blanc. Et peut-être que cette expérimentation nous donne une nouvelle approche pour voir ces paysages. Je trouve que c'est une observation très intéressante. Balke et les travaux de Balke sont certainement liés à la lumière, l'effet de la lumière sur le paysage, pas du point de vue naturaliste, mais les émotions créées par le paysage, le souvenir d'un paysage.
Je pense que lorsqu'on on regarde ce travail, lorsqu'on regarde des commissions de Louis-Philippe au cours des années 40, je pense qu'il y a réellement une tentative de trouver le bon moyen d'exprimer la nature. Oui, donc je crois que oui. Que l'on voit aussi dans l'exposition et qui peuvent intriguer, c'est-à-dire le travail qu'il a sur le noir et blanc, mais aussi sur le bleu. Comment est-ce que tu expliques ces usages aussi de matériaux nouveaux? Est-ce qu'il expérimente non seulement sur des pigments traditionnels, mais aussi sur de nouveaux colorants, de nouvelles... voilà. Et je vous invite vraiment à aller voir l'exposition parce que vous allez voir de très très belles petites pièces qui montrent cette expérimentation. Quel est son rapport en fait à la matérialité même? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous indiquent qu'il était conscient? Tu l'évoquais tout à l'heure, je crois que il peignait ces tout petits tableaux sur des supports venant plutôt de la construction et pas de la toile traditionnelle. Est-ce qu'il y a, à propos de ces pigments même, quelque chose à dire sur son goût de cette voilà, expérimentation artistique et formelle? Well, as we have already stated, Balke. Comme vous l'avez déjà dit, Balke était un artiste qui a passé toute sa carrière à expérimenter. Je crois que c'est quelqu'un qui était à la recherche de nouvelles idées. Et vous savez que il a dû voir beaucoup de choses et il a dû s'inspirer de beaucoup de choses qu'il a pu voir. Et je dirais que il était au 19e siècle, mais peut-être plus comme les artistes contemporains. Il aimait changer de médium. Vous savez que dans le passé, lorsqu'un artiste trouvait un procédé, une mode de travailler, il s'y tenait. Tandis que Balke expérimentait, cherchait autre chose. Il expérimentait avec les pigments, déjà les couleurs. C'est l'époque où on commence à créer des bleus artificiels. Et il faut savoir qu'en Norvège, au début du 19e siècle, c'était le pays qui avait la plus grande industrie de cobalt à travers le monde. Et la Norvège exportait du cobalt à la Chine et ailleurs. Nous savons que Balke avait écrit en fait à l'usine commandant du bleu qui provenait de minerais naturels. Mais nous n'avons pas fait suffisamment d'analyse par rapport à cela. Et je dois dire qu'avec le studio de conservation principal d'Oslo, nous voulons faire davantage d'analyse. On n'a pas encore pu confirmer qu'il utilisait le cobalt comme pigment, mais on regarde. C'est qu'on a vu qu'il y a là des idées, des convictions par rapport à la nature qui sont traduites par la peinture de paysage, montrant le nord, en particulier la puissance de la nature. Et on a vu aussi le tableau de Landseer avec cette phrase que Man proposes, God disposes, qui montre une forme d'impuissance face à Dieu, mais surtout face à la nature. Et c'est quelque chose qui revient très souvent dans la critique par rapport à ces représentations de la nature déchaînée dans le Nord, telle qu'elle peut apparaître aussi chez les peintres, chez Billard, une nature face à laquelle l'homme est impuissant, où il n'y a plus finalement de destin, de possibilité d'imaginer un salut venant du ciel, puisque la nature en réalité est beaucoup plus forte que tout cela, et qui réduit la place de l'homme très fortement par rapport à sa maîtrise de l'environnement. Et donc on a vu ici un
voilà, une nature pittoresque, une nature mythique, une nature scientifique, mais c'est aussi une nature qui joue un rôle nouveau. Et je trouvais du coup intéressant que Adèle Akamatsu nous présente un tableau de Gurlitt qui joue au contraire sur une nature réconfortante, qui paraît presque surprenante dans ces différents paysages, qui explorent au contraire plutôt cette autre facette d'une nature puissante, qui est un peu le contrepoint de la nature telle qu'elle a été aussi explorée en Italie. Peut-être que vous pouvez aussi nous dire un petit mot sur la façon dont les peintres allemands ont joué avec cette idée-là. Well, there was a kind of transposition. Je pense qu'il y avait une sorte de transposition d'idées et de modèles de composition qui ont demandé beaucoup pour établir cela au niveau de l'art. Tout d'abord en Suisse, par exemple. Suisse qui était en fait une des destinations principales pour les artistes. Vous savez que les paysages norvégiens avec leurs montagnes, leurs vallées dénudées étaient associés à des paysages plus familiers, ce qui est assez pittoresque, même s'il y a en fait une contradiction parce que ces peintres voulaient voyager en Norvège afin de pouvoir échapper aux Alpes qui étaient devenues touristiques. Trop de voyageurs, trop de peintres, trop d'artistes. Et une fois en Norvège, ils ont tendance à utiliser des compositions déjà connues. Par exemple, lorsque vous lisez des récits de voyage, alors on voit en fait sur les fjords les plus importants, on voit des rencontres importantes entre des artistes, par exemple le Norvégien Adolf Tilgren et l'Allemand Hermann Kaufmann qui vient de Hambourg. Ils voyagent ensemble. Ils ont rencontré en Norvège Hans Gude qui en fait voyageait avec un autre artiste allemand. Et donc ces artistes sont allés en Norvège pour découvrir de nouveaux paysages non déflorés et plutôt que des formes familières. I mean, I suppose France do you want us to wrap up soon? Est-ce que vous voulez qu'on conclue rapidement? Je pense qu'il y a un aspect que nous n'avons pas encore traité ici. C'est le paysage en tant que lieu historique. Parce que bien sûr, il y a des sites historiques avec d'anciens monuments de l'époque viking et des lieux qui ont été popularisés en fait dans la littérature norvégienne, les différentes sagas volcaniques et autres. Cette nature est porteuse d'une histoire et qu'elle est habitée par des récits légendaires aussi. Alors, des récits qui ne sont pas toujours très, très localisés comme Ossian, que chacun porte dans sa poche en se promenant et en imaginant ce qu'il va voir, mais aussi des légendes beaucoup plus liées à l'histoire de la Norvège, en l'occurrence. C'est un aspect qui est très fort, mais qui n'est pas non plus singulier pour les pays scandinaves. On imagine, enfin, quand on lit Pierre-Henri de Valenciennes, écrivant son traité pour la peinture de paysage, il parle de ces terres italiennes où on marche finalement dans les pas des grands hommes du passé et où on retrouve aussi où la nature devient le lieu de l'histoire. C'est quelque chose qui est aussi le cas pour le Nord,
mais avec une histoire que l'on se réapproprie à ce moment-là de manière particulièrement forte. Et je pense que c'est un thème qui excède effectivement nos 5 dernières minutes, mais que vous allez pouvoir retrouver au fil de certaines conférences de ces jours, puisque nous avons la grande chance d'avoir de très grands spécialistes nordiques parmi nous qui vont parler de ces questions, aussi des dernières découvertes archéologiques autour des Vikings, mais aussi la construction identitaire des pays scandinaves. Donc je vous invite vraiment à poursuivre ces réflexions dans les conférences des jours à venir, et je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite un très bon festival.